Bonjour, je m'appelle Clara, bienvenue dans mon Cheeky Podcast et aujourd'hui je vais vous parler de l'introspection derrière le lancement d'une marque. Avec ce podcast, je voulais vraiment parler de la solitude qu'on peut avoir derrière une marque, c'est-à-dire que une marque qui est pensée par un créatif, je m'adresse vraiment uniquement aux créatifs, c'est vraiment une discussion entre vous et moi où je voulais raconter mon expérience et mon ressenti en tant que jeune femme qui a créé sa marque. Ça fait 2 ans que j'ai créé The Cheeky Shop, c'est venu un petit peu de manière spontanée parce qu'à la base, je faisais juste beaucoup de styling et de personal shopping. Et en fait, je me suis dit, les pièces vintage auxquelles je m'intéresse, et si je les montrais aux gens, donc j'ai commencé à les diffuser sur Insta, faire un compte, et puis après, je me suis dit, pourquoi pas faire un site. Et ensuite, avec le temps, je me suis rendu compte que ça m'intéressait énormément, ce sujet, et que justement, ça pouvait être novateur, justement, de me comporter comme une vraie marque, c'est-à-dire qu'on veut une expérience client qui soit vraiment luxueuse, du début jusqu'à la fin. Donc luxueux, pas parce que c'est à la mode, mais on vend des pièces de luxe. Et tout le comportement en fait du client, du consommateur, va être luxueux. De par le packaging, l'odeur, la qualité des vêtements. L'idée, en fait, c'est de faire gagner du temps et que le vintage devienne un réflexe de consommation. Par exemple, une jeune fille de mon âge qui a envie d'un blazer noir, intemporel, un classique, au lieu d'avoir le réflexe d'aller dans les boutiques de fast fashion, en fait, qu'elle ait une boutique de référence en termes de vintage, c'est-à-dire qu'il va lui faire gagner du temps parce qu'en fait, le vrai problème, je pense, avec le vintage, c'est l'effort de chiner, de trouver la pièce, de l'authentifier, d'être sûr de sa qualité et avoir le temps tout simplement de la trouver. Donc, en fait, lui faire gagner du temps, un vrai moyen de confiance. C'est-à-dire qu'elle sache qu'en se tournant vers The Cheeky Shop, elle est sa pièce de luxe, de designer, en bon état, avec un vrai comportement luxueux dans un bon emballage, qui sent bon, qui est propre, etc. L'idée, c'est de penser nos collections comme celle d'une marque, c'est-à-dire qu'on veut que les collections fassent sens. À l'inverse d'une friperie, on veut pas mélanger l'été avec l'hiver, des motifs avec des basiques. Non, on veut vraiment que ce soit immersif, que la collection, elle ait un message, un thème, qu'elle change au rythme des tendances, de manière à proposer aux gens ce qui est à la mode, mais avec une pièce vintage. Par exemple, on était à la mode du Bordeaux, présenter une collection qui va être Bordeaux, parce qu'on sait que c'est ce que le consommateur recherche. Et grâce à notre boutique, il va pouvoir directement trouver une pièce du coup plus éthique, sûrement mieux fabriquée et donc du coup plus durable, dans d'excellentes conditions. En fait, son investissement, face à un investissement de fast fashion, il va être beaucoup plus rentable, important et durer dans le temps. Donc le but, c'est de favoriser cet engagement au vintage. Et surtout, moi, j'ai grandi dans un hôtel. J'ai été élevée comme une fille unique. Donc je passais énormément de temps dans cet hôtel à regarder les gens. J'ai toujours adoré me créer des personnages, m'imaginer des vies, des rôles et tout passer par l'esthétisme. En fait, toute la journée, je voyais des gens arriver dans cet hôtel. Donc du coup, j'imaginais leur vie, j'imaginais leur rôle. Du coup, ça m'a habituée à visualiser les choses et à faire passer énormément de messages et de points de vue par le style. Moi, c'est la mode qui m'a donné confiance en moi, je le dis tout le temps, je suis quelqu'un de très introverti. Mais la mode, ça permet, c'est pas une question de se trahir, mais c'est une question de rentrer dans la peau d'un personnage. Et c'est ça, ça change ton attitude, ta manière de t'habiller, ta manière de faire ton look, ta tenue. C'est une manière aussi de s'exprimer. Il y a des gens qui sont très créatifs. Et moi, par exemple, quand j'étais introvertie, c'était une manière pour moi de montrer que j'avais des choses à dire, que de m'habiller de manière un petit peu plus extravagante ou un petit peu plus sophistiquée quand il ne le fallait pas. Les gens qui, parfois, qui disent « the wrong look » pour le mauvais endroit, qui s'habillent, qui s'overdress, tous les trucs comme ça. Les termes, désolé, mais j'ai l'impression que ça existe qu'en anglais. C'est pas pour faire du franglais, mais voilà. En fait, je pense que c'est une manière de s'assumer, de s'affirmer et de montrer un peu qui on est. Pour moi, il y a personne qui s'overdress ou... J'aime au contraire les gens qui... C'est pas pour rien qu'une personne est habillée en talons dans un truc de sandwich. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça arrive pas de manière anodine, en fait. C'est quelqu'un qui a un message à faire passer, qui est très personnel. Donc, pourquoi moi, c'est un milieu qui m'a toujours fascinée. Le vintage, en fait, ça s'est positionné pas réellement pour être différente ou parce que je manquais de vêtements dans mon quotidien ou que je n'étais pas satisfaite des tendances. Pas du tout. C'est juste parce que j'ai grandi avec des films et j'avais envie de retrouver... moi, mon amour de la mode, évidemment, je l'ai découvert avec les films, avec les séries, les magazines. Et en fait, c'est ça qui me faisait rêver. Donc, quand je m'habillais, j'avais envie de retrouver ce bling-bling, ces couleurs... En fait, fascinée par cette image qu'on nous met à la télé ou dans les magazines
ça te plonge dans un contexte qui te fait te sentir moins seul déjà, parce que ça te plante le décor. Et en fait, j'avais envie de retrouver ça, donc le léopard, le Prada des années 2000, tous ces messages forts, sexy, féministes, et un peu pas ces costumes, mais tu vois, c'était des looks qui étaient ultra poussés, tellement sophistiqués, que oui, t'étais face à un personnage, et c'est ça que j'adore, moi, c'est cette idée de changer de vêtements, de changer de direction artistique, et d'un coup de faire passer un tout autre message. Donc, c'est ça qui m'a fascinée, et c'est pour ça au début que je me suis intéressée au vintage, parce que j'avais envie de retrouver les pièces qui m'ont fait rêver quand j'étais petite, en fait, tout simplement. Mais rêver au sens pur et dur, quoi. C'est ça qui me plaisait trop. Donc, quand j'ai commencé à m'habiller, j'ai cherché ces pièces, tout simplement. Pourquoi je me suis intéressée au vintage? C'était pas parce que je me sentais frustrée dans la production actuelle, pas du tout. C'était vraiment pour retrouver ce sentiment de too much, un peu, et de look. Et aujourd'hui, évidemment, je m'en suis un petit peu éloignée, parce que déjà j'ai mûri, et dans la vie de tous les jours, pas tout le monde s'habille de manière excentrique, mais c'est important le message du vintage, parce qu'il y a plein de marques qui se prononcent, enfin qui se disent green, mais en réalité ça peut pas être ça la mission d'une marque, être green. Enfin, l'industrie de la mode est une des industries qui pollue le plus, donc c'est pas toi demain qui va faire une marque un petit peu 100% éco. Le fait que ce soit durable et que ça permette de moins produire, bien évidemment, c'est une externalité positive à ma société, et c'est un message qui intéresse beaucoup de gens, qui attire, qui sert de pub, bien évidemment. Mais à la base des bases, je vais pas mentir, je l'ai pas fait pour ça. Maintenant, je trouve ça très intéressant de voir comment le vintage peut permettre de lutter contre d'autres dégâts, comme je le disais, avec cette histoire de fast fashion. Moi, j'aimerais que la jeune fille de 24 ans, elle change son attitude, et qu'elle se serve de ma marque et de la valeur ajoutée qu'on met sur le marché, je cherche un bon basique. Au lieu d'aller dire je vais aller le trouver dans le centre commercial le plus proche de chez moi, se dire non, j'ai un petit budget à mettre, je préfère aller le mettre chez une marque qui a 50 ans d'âge, 20 ans d'âge, parce qu'en l'occurrence, nous, c'est ce qu'on vend, des produits d'au moins 20 ans d'âge. Vintage, c'est un mot qui vient à la base du vin, de 20 ans d'âge. Donc, nous, c'est l'idée. Et par contre, qu'elle retrouve déjà des collections qui font sens. Donc, à côté de son blazer noir, il y aura le tailleur, il y aura le veston, il y aura des pulls en maille, des vestes en tweed. On est dans une uniformité. À la différence de la friperie, on ne va pas mélanger les collections, on ne va pas mélanger les saisons, les imprimés. Non, on veut une boutique qui soit belle, qui sente bon, qui soit propre, les vêtements en excellent état, qu'elle n'ait pas besoin de devoir authentifier son vêtement toute seule ou chiner, fouiller. Non, qu'elle sache que cette marque, c'est un gage de confiance. Je rentre dans un endroit où je sais que je vais trouver un produit en bon état, qualitatif, authentique, et surtout qui suivra la tendance actuelle, parce que l'idée, c'est pas de mettre aux gens une boutique 70s. Enfin, il y en a plein qui le font, et tant mieux pour eux, mais moi, c'est pas mon message. Je vais pas dire à mes copines, les filles, n'allez pas chez Zara, habillez-vous comme on s'habillait dans les années 70. Non, il faut vivre avec son temps. Juste, c'est de dire, regarde, ce que t'achètes chez H&M, regarde, Moschino, il l'avait fait il y a 20 ans. Par exemple, là, les Yeti fourrure, on a vu ça tout l'hiver. Moi, j'en ai une de Moschino qui a été faite il y a 20 ans, et c'est la même qu'on vend aujourd'hui chez H&M. Est-ce que c'est pas un petit peu mieux de se servir d'une pièce qui a déjà été portée, qui a déjà été faite, qui existe déjà, donc qui ne va pas polluer par sa production, et qui, en plus de ça, la valeur, le message, il est beaucoup plus sympa d'imaginer la réflexion qu'a eu le designer plutôt qu'une usine qui produit en masse. Donc voilà, c'était ça l'idée, et le chemin qui a été fait avant de créer cette marque. Parfois, les ambitions que j'ai pour ma marque ont pu me freiner. Par exemple, je crée une collection, je suis en train d'acheter les pièces, je trouve une sélection qui fait sens, qui va dans mon thème, qui est hyper rebelle, du Cavalli, un peu sexy, sauvage, etc. Et en fait, d'un coup, je pense à mon objectif d'être revendue dans tel hôtel cet été. Et là, en fait, je me dis, mais attends, le profil client qui va dans cet hôtel, c'est pas du tout la cible à acheter ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire la différence entre le commercial et le créatif et l'instinct. Donc, est-ce que je me fais confiance, ou est-ce que je cherche à vendre, et est-ce que ça va vendre? Donc, en fait, tes choix, ils sont perpétuellement remis en question. Voilà, donc c'est super compliqué de ne pas être influencé par les ambitions qu'on a, et de ne pas mélanger toute l'ambition et le projet qu'on a avec les décisions concrètes du quotidien. Je pense que le temps joue énormément. Il faut laisser les choses prendre leur place et attendre en fait que tout vienne à sa place, parce que au plus tu es sûr de toi, au plus tu crées, au plus tu avances dans le temps, forcément, au plus tu as des opportunités, et c'est logique. Et en fait, ces opportunités, qu'est-ce qu'elles font? Elles font tout simplement repousser et relever la barre
de tes objectifs, de tes goals. Et donc, c'est un cercle vicieux. Donc, faut pas, je pense, être trop pressé, vouloir se jeter dès le début à avoir, par exemple, les magazines, les influenceurs, les magasins. Non, il faut se faire confiance parce qu'on ne peut pas, en tant que créatif, faire une marque X. Forcément, il y a de nous dans la marque et c'est en ça que j'appelle faire une introspection parce que, par exemple, les tableaux de marque qu'on fait quand on crée une marque, donc un tableau de marque, c'est un SWOT, la palette de couleurs, le ton qu'on emploie, encore une fois les valeurs, la mission de la marque, le type de visuel, la fréquence des drops. Enfin, en fait, c'est un peu la carte d'identité de ta marque. Mais en fait, je pense qu'il faut également le faire pour soi. Parce que si tu ne te connais pas toi personnellement, en fait, tu n'arriveras jamais à faire la différenciation entre tes goûts et tes objectifs pour ta marque. Le nombre de fois où je me suis retrouvée face à me dire, mais attends, qu'est-ce que j'aime en fait réellement ? Est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'ai envie de vendre ça ? C'est complètement différent. Je me suis rendu compte avec le temps que toutes ces questions, c'était à moi qu'il fallait que je me les pose. Quelle est ma personne de rêve qui porte ma marque ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Qu'est-ce qu'au contraire je déteste ? Ma fille de rêve, comment elle se comporte ? Quelle est son attitude ? Quel est son message ? Quelles sont mes croyances ? Qu'est-ce que j'aime dans mon expérience en tant qu'acheteur ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui me constitue en termes d'esthétique, de philosophie, de comportement de créateur et d'acheteur ? Et ensuite, je parle de ma marque et là, je me dis, OK, donc ma marque, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, moi, je vais être quelqu'un de plutôt introverti à la base. Pour moi, cette introspection, elle est nécessaire à la création d'une marque. C'est tout simplement parce que c'est moi qui vais permettre d'être le pilier, en fait. Je suis le socle de ma marque, je suis la base. À partir du moment où je sais ce que j'aime, ce que je vaux, ce que j'aime pas, ce qui m'intéresse, déjà, je vais pouvoir à chaque fois faire une différenciation et une dissociation entre ce qu'est ma marque et ce que je suis moi. Alors, bien évidemment, y a un moment donné où ça va se corréler et ta marque, elle te ressemble nécessairement parce que tu vas pas créer quelque chose que tu n'aimes pas, quoi. Ça me paraît logique. Mais en fait, l'idée, c'est que si je sais pas quelles sont les femmes qui m'inspirent, si je sais quelles sont les femmes qui me font rêver, alors je sais quelle est ma valeur ajoutée et donc je combine mes femmes inspirantes avec ma valeur ajoutée et ce que j'ai envie d'apporter de nouveau sur la table et alors je le transforme pour ma marque. L'idée, c'est de se connaître soi-même parce que quand on se connaît réellement, on connaît ses inspirations et les aspirations qu'on a pour sa marque. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de combiner les deux quand on arrive à faire le travail pour la marque. Si à la base, je sais quel genre de femme m'inspire, je sais dans ma tête quelle est la valeur ajoutée que je veux à ma marque, quel est le message que je veux faire passer. Donc c'est plus simple de combiner les deux. J'ai mon inspiration, j'ai mon message fort et je vais transmettre tout ça avec ma marque. Je sais à qui m'adresser parce qu'en réalité, tout ce travail que je fais de quête et d'introspection toute la journée à me remettre en question sur mes choix esthétiques, sur mes goûts, sur le message et la façon de le distribuer, en réalité, j'apprends à mieux me connaître et donc à changer pour ma marque les détails qui me sont trop personnels en l'occurrence parce qu'on parle d'une marque qui n'est pas un humain. À la fin, tout se relie en fait parce qu'on se rend compte que la personne à qui tu rêves de rêver un vêtement, c'est la personne qui partage les valeurs de ta marque. C'est la personne qui partage l'esthétique que tu vas mettre en avant pour cet été. C'est une personne à qui tes stories, elles vont parler. C'est une personne qui va comprendre le ton que tu emploies dans ta communication. En fait, tout prend sa place. C'est pour ça que pour moi, le temps, il est vraiment important parce qu'aujourd'hui, j'ai plus honte, on va dire, de ma marque parce qu'elle me ressemble à 100%. Du moins, je suis en accord avec tous les choix que j'ai faits. Et je regrette pas de pas m'être précipitée il y a un an à faire appel à des influenceurs ou à mettre ma marque sur le devant de la scène, alors qu'en réalité, elle était très fragile parce qu'elle était très inspirée de la tendance, du commerce, de la pub, de mes amis sûrement. Et au final, c'était pas vraiment moi, quoi. Pour conclure, pour moi, l'introspection personnelle, c'est l'outil de ta marque. C'est inévitable de passer par là. Au final, il faut le voir comme une force. C'est ça qui va nous aider par la suite à être plus confiants, à être plus réels, fidèles à la réalité et entiers, sincères et porter notre message loin. Mais je pense que pour moi, c'est inévitable de passer par là et qu'il faut savoir se poser les bonnes questions. Je vous mettrai dans mon lien Substract une liste de questions à vous poser si ça vous intéresse. Parler d'un syndrome, d'un processus qui est long, qui est solitaire et je pense que par lesquels beaucoup de femmes passent. Créatives ou non d'ailleurs, mais des réflexions que j'ai eues avec beaucoup de mes amis.
Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en discuter. Donc, le débat est ouvert. Je vous laisse m'envoyer un message sur Instagram ou TikTok si ça vous intéresse. Tous les liens seront dans la barre de description du podcast. J'espère que ce format vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. En attendant, si vous avez des questions ou des sujets à ajouter, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Si vous avez envie de vous prêter un petit peu à cet exercice, je vous mets la liste des questions à se poser sur mon Substack. Vous avez le lien aussi. À très vite!